Aujourd'hui, il y a des séries pour tous les goûts. Des courtes, des longues, des comiques, des dramatiques, historiques, documentaires, de l'animation. C'est quand même rare les gens qui te disent non, moi je regarde aucune série. Aucune? Zéro? Non, zéro. Rien. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où viennent les séries? Père Castor, raconte-nous une histoire. Tout commence le 23 décembre 1900, date de l'expérimentation de la première transmission sans fil dans la station météorologique de Cobb Island par l'ingénieur canadien Reginald Fessenden. La radiodiffusion vient d'être créée. Des premiers feuilletons radiophoniques se font bien entendu entendre et serviront de prémisse aux séries télé. La plus connue des fictions radio étant le fameux canular le 30 octobre 1938 du grand. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Qui fera paniquer les auditeurs aux US en leur faisant croire à une attaque d'extraterrestres, en lisant simplement La Guerre des mondes d'H.G. Wells, presque le même nom que lui, auteur aussi de L'Homme invisible, L'île du Docteur Moreau, La machine à explorer le temps, et dont l'arrière-petit-fils, Simon Wells, réalisera une adaptation un peu nulle, et ayant été également animateur sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, et réalisateur du Prince d'Égypte de DreamWorks, adapté de l'Exode de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Moïse pour résumer. Le 26 janvier 1926, la première télévision mécanique fut alors inventée par l'Écossais John Logie Baird, en effectuant la première retransmission publique de télévision en direct à cette date à Londres. 4 ans plus tard, le 20 octobre 1930, débute le premier soap-opéra de l'histoire à la radio. Cette conversation n'est pas terminée, Brett. Oh, j'y compte bien. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je suis en présence de mon frère jumeau, j'éprouve l'irrésistible besoin de me cacher le visage. N'y a-t-il rien de plus beau au monde que de sauver des vies humaines? Sortez! Ces fameuses séries sponsorisées et produites par des marques de savon, d'où leur nom, Soap, Savon. Cette anecdote me fait regretter l'échec de ma tentative de suicide il y a 20 ans. Celle-ci ayant duré jusqu'en juillet 1943, et vous connaissez forcément au moins une de celles qui vont suivre. La vie est tellement plus belle. Amour, gloire et beauté. Le 21 juillet 1931, une des premières chaînes télé de l'histoire, W2XAB, est lancée en tant que station expérimentale. Et c'est sur cette chaîne que pendant 2 ans, entre 1931 et 1933, la première série télé de l'histoire est diffusée, nommée The Television Ghost, et dont il ne reste plus qu'une seule photo, le concept étant un narrateur en plan fixe interprétant le fantôme d'une personne tuée, racontant comment elle a été assassinée. C'est quand même autre chose que les histoires du père Castor. Que sont devenus les diplômes? Le 25 janvier 1937, débute la plus longue série, ou plutôt feuilleton et soap-opéra de l'histoire, Haine et Passion, qui commence à la radio, avant de passer à la télé en 1952, et voyant tout leur casting crever au fil des 18 262 épisodes, 15 762 sans compter ceux à la radio, pour comparer Hôpital Central qui a commencé le 1er avril 1963 et qui est toujours en cours, et ça c'est pas un poisson d'avril, LOL. en compte actuellement 14 581. Haine et Passion s'étant arrêté le 18 septembre 2009 à cause d'une restriction budgétaire et du changement de mode de vie du public en 57 ans, 72 même si on compte la radio. Certains n'auront jamais vu la fin étant morts de vieillesse avant, et ça ne sera pas la seule série. Mais ce ne fut pas le premier soap-opéra diffusé à la télé, le premier étant These Are My Children, qui lui pour le coup n'a pas été très long, puisqu'il a duré seulement 2 mois. Le début de sa diffusion étant le 31 janvier 1949, pour se terminer le 4 mars de la même année. Retour en janvier 1926. Sam and Henry commence à la radio aux États-Unis, changeant de nom en Amos and Andy, après avoir changé de station. Le format de la sitcom vient d'être créé. Contraction de situational comedy, elle est comme son nom l'indique basée sur le comique de situation. La première sitcom télévisée, Teen White's Progress, commence sur la BBC le 29 novembre 1946. La première américaine étant donc Mary Kay and Johnny, débutant elle un an plus tard, le 18 novembre 1947, mais aucune n'a un franc succès. Diffusé pour la première fois le 15 octobre 1951, I Love Lucy est un immense succès. Créée par le couple Lucille Ball et Desi Arnaz, les actrices principales, elle se veut féministe et redéfinit totalement le genre, lui donnant la forme que nous connaissons aujourd'hui. Le producteur et co-créateur de la série, Jess Oppenheimer, achetant spécialement 3 caméras pour le plateau, en 35 mm, abandonnant le kinéscope habituel, utilisé pour les émissions télé, pour les retransmissions en direct, des moyens habituellement réservés au cinéma, permettant donc une véritable mise en scène et un montage, les épisodes ayant désormais une production de véritables films, pouvant donc être rediffusés pour la première fois dans l'histoire de la télé. Et oui, car cette sitcom a aussi inventé la rediffusion, donc cette phrase d'un retour vers le futur. Yeah, well, I saw it on a rerun. What's a rerun? You'll find out.
n'a plus de sens. Je plaisante bien sûr. Des moyens démesurés à l'époque, pour la télévision et ses débuts, les plateaux de télé se trouvant alors à New York, l'équipe se délocalise à Hollywood, où ils créent le studio des Illu Productions, où sera tournée la série, mais aussi plus tard les séries Star Trek, Mission Impossible et Les Incorruptibles. Un grand studio permettant donc d'utiliser pour la première fois un vrai public, et non des rires enregistrés, car au cas où vous ne le sauriez pas, les rires que vous entendez dans les sitcoms ne sont pas rajoutés au montage, mais bien enregistrés à partir d'un public présent lors des tournages des épisodes. You have a handle on my idea for three-person chess. That is good news. Bye. It also allows for my new chess pieces. Et à qui on envoie un signal lorsqu'il faut rire quand même. Et c'est pour ça que quand il y a des rires, vous voyez les acteurs se figer et arrêter leur acting. C'est parce que le public rit à côté et qu'ils attendent qu'ils arrêtent. The serpent and the old woman. Chose qui s'est faite pour toutes les sitcoms, à quelques exceptions près, lorsque le public n'est pas là, par exemple sur Scooby-Doo, puisque c'est un cartoon, logique. Et Alf, dont les plateaux de tournage devaient être surélevés de plusieurs mètres pour cacher les 3 marionnettistes, ce qui est stupide vu qu'il n'y a pas de public. Et c'est pour ça que les rires derrière sont pas du tout placés au bon moment et donnent l'impression qu'ils sont complètement défoncés. On mange un morceau et puis après on dégueule le pain, hein? Un morceau? Mais quel genre de morceau? Ah, vous avez un chat? Vous mangez des chats? William Asher, considéré comme l'homme qui créa les sitcoms, réalisera donc les épisodes de I Love Lucy et plus tard de Ma sorcière bien-aimée. Dirigeant des guest stars, favorisant la popularité du show, tels que John Wayne, Harpo Marx, des Marx Brothers, frère de Groucho, ou encore... C'est moi Orson Welles. Et dont les séquences animées au début des épisodes ont été créées par Hanna-Barbera, qui refuseront de faire le générique étant en contrat avec la MGM à ce moment, avec qui ils créeront plus tard Tom et Jerry, Les Pierres à Feu, Les Fous du Volant, Scooby-Doo et adapteront les Schtroumpfs. I Love Lucy lancera donc la mode des sitcoms, qui seront les premières séries télé importantes avec les soaps, avant l'arrivée d'autres genres, permis notamment par les serials, sorte de séries diffusées au cinéma avant la démocratisation de la télé, surtout des adaptations de comics, format pas encore beaucoup pris au sérieux à l'époque, comme Batman, Superman et Flash Gordon. Hey Sam, this is the guy I was telling you about. Dans les années 30 et 40, qui sont donc les premières adaptations de comics avant l'explosion actuelle. Flash Gordon, qui va justement vouloir être adapté par un certain George Lucas, mais qui n'ayant pas les droits décide de créer son propre univers de SF, celui de Star Wars. Des séries de genre apparaissent alors, pendant que les sitcoms prospèrent et explosent, que ce soit Une nounou d'enfer, Ma famille d'abord, Marié à 2 enfants, La vie de famille, dérivé de Perfect Strangers, qui est juste connu pour son générique. La fête à la maison. Avec qui elle a eu un crossover, considéré par les US comme le meilleur crossover de l'histoire, parce que du coup, de par leur succès, les séries se croisent, mieux étrangement que les Muppets et Fraggle Rock, l'horrible série live Tortue Ninja et Power Rangers, alors qu'en plus maintenant Netflix avec Marvel et DC avec la CW, te font des véritables Avengers du petit écran. Tandis que nous en France, on a ça. Ah bah ça alors j'y crois pas. C'est ton copine? Eh bah oui. Voilà. Et pour finir sur les sitcoms les plus populaires, on aura Happy Days avec Fonzie, qui sera à l'origine de l'expression sauter un requin, voulant dire qu'une série va trop loin, et dont un spin-off, Mork and Mindy, a été créé après un épisode de Happy Days, nous révélant un extraterrestre interprété par un certain Robin Williams, qui sera découvert donc par la série. Beverly Hills 90210, mais aussi bien évidemment... qui deviendra la plus populaire de toutes, sûrement aussi pour ses guests comme Brad Pitt, Bruce Willis ou encore Ben Stiller, que le public devait vouloir voir, alors que dans Le Prince de Bel-Air, t'avais lui... Sir, it is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. Un illustre inconnu. We will make America great again. Série ayant fait découvrir Will Smith, tout comme Friends avait fait découvrir Paul Rudd, futur Ant-Man, War at Home Rami Malek de Mr. Robot, série qui nous livrera d'ailleurs un hommage au sitcom. I kill me. Les séries de genre apparaissent donc dans les années 50, au moment où les séries télé commencent à apparaître en grand nombre. En SF, parmi les plus connues, la plus vieille que l'on puisse citer, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est celle-ci. La 4ème dimension, ou Twilight Zone, dont un remake a été fait cette année avec Jordan Peele, réalisateur de Get Out et Us,
et membre du duo Key & Peele, qui ont entre autres fait les voix de Ducky et Bunny dans Toy Story 4, dernièrement en VO. Peele fait Bunny. Oh, Ducky, yeah. You see the new movie trailer? For what? You ain't see it? Say what? What is it, Bunny? Ducky. What? They're making another Toy Story movie. No! Twilight Zone, une série parodiée des milliards de fois, qui va donc populariser le format d'anthologie, le plus populaire à l'époque, et la science-fiction à la télé en débutant en 1959. Pour rester sur la SF, 4 ans plus tard en 63, t'as une série britannique qui commence. Qui est encore en cours aujourd'hui, et qui est autant un monument de la culture geek, peut-être même un peu moins, que la série américaine qui sortira 3 ans plus tard en 66. Boldly go where no man has gone before. Star Trek, ou Patrouille du Cosmos au Québec, qui elle aussi est toujours en cours, même si c'est pas la même série, vu qu'il y en a eu 7, sans compter les 2 séries animées, dont une n'est pas encore sortie, mais en comptant celle en cours, la prochaine qui sera diffusée en fin d'année, cet univers étant préféré par certaines personnes, dont Tarantino par exemple, à celui de Star Wars. Pour rester dans la SF, après en vrac t'as eu Le Prisonnier, L'Île Fantastique dans le même style, Code Quantum et Sliders, ou plus récemment Lost et Fringe de J.J. Abrams qui adaptait justement au cinéma Star Trek. Notre monde est tout petit. De l'aventure comme Zorro aux US, série entre le western et la KPDP, qui feront aussi des séries de guerre, la plus connue étant MASH, dont le final a eu la plus haute audition jamais enregistrée à la télé US, avant le Super Bowl de 2010. De l'espionnage comme L'Homme qui valait 3 milliards, Chapeau melon et bottes de cuir, et des agents très spéciaux, The Man from U.N.C.L.E., de l'action comme MacGyver, l'agence Touriste ou K2000 Knight Rider, avec... I'm David Hasselhoff. De Alerte à Malibu, qu'on peut rajouter aussi, qui fait maintenant de la musique, ayant chanté quelques conneries pour les Gardiens de la Galaxie. Ou pour Kung Fury, la meilleure parodie de série B de l'histoire. Permit denied. Même en France, t'avais Thierry Lafronde, qui reste le meilleur exemple. Yep, on faisait des bien meilleures séries avant. Et dont les gendarmes de Saint-Tropez avaient fait une référence. À Zorro aussi, en fait. Zorro est arrivé sans se presser. Mais aussi des séries policières, bien entendu. T'as eu que ça après, au point que ça en devienne assez chiant. Comme Arsène Lupin, toujours en France, même si c'était une coproduction européenne, l'équipe reste française. Mais aussi Vidoc, que ce soit celle de 67 en noir et blanc, ou celle 4 ans plus tard en 71 par les mêmes réals avec Claude Brasseur. Ouais, on aimait bien tout ce qui était historique en France, mais c'est cool, et apparemment on aime toujours ça. Et côté britannique, la plus connue reste Hercule Poirot, adaptée d'Agatha Christie, qu'ils aiment toujours eux aussi, ou encore plus récemment Sherlock, avec un putain de casting qui est excellente, et bien meilleure que cette version américaine de merde, et que je préfère même à la grosse série de 84 en 4 parties. Et du fantastique bien sûr, comme Hercule en 94, et son spin-off encore plus connu Xena la guerrière en 95, produits tous deux par Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie Spider-Man et des Evil Dead, et du monde fantastique 2, et les inévitables Buffy contre les vampires et son spin-off Angel, créé par Joss Whedon, le réal des 2 premiers Avengers, desquels découlera notamment Charmed en 98, toutes ces fameuses séries fantastiques des années 90, parodiées d'ailleurs cette année dans le dernier film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Mais niveau série policière, c'est dans les années 90 qu'une série a changé la manière de faire des séries, et a permis de les rendre définitivement cinématographiques, en tout cas plus que dans leur production, comme l'avait fait I Love Lucy, mais bien dans leur réalisation. Elle est d'ailleurs ma série préférée, ironiquement c'est un soap, mais elle mélange beaucoup de genres tels que le thriller, le drame, l'horreur et le fantastique. C'est le 8 avril 1990 que les US allument leur poste, vont sur ABC et découvrent ça. Devenant un véritable événement, en étant suivi chaque semaine pour savoir qui était le coupable du meurtre, une série ayant un véritable fil rouge, les épisodes étant généralement anthologiques, auparavant, permettant une diffusion dans le désordre, même si certains trucs avaient déjà été tentés tels que les cliffhangers, laissant l'action en suspens. Là, il ne fallait pas louper un épisode pour suivre, ce qui sera le cas pour d'autres séries par la suite grâce à celle-ci, même les séries animées, si vous regardez notamment les remakes maintenant, comme les Tortues Ninja et Scooby-Doo, ou même la bande à Picsou. Avant c'était un épisode, une histoire ou une enquête, là on a une véritable série qui se suit, puisqu'on a tendance à oublier l'essence du mot, série, quitte pour Scooby-Doo Mystère Associé à nous montrer un marqueur temporel
avec les cheveux de Sammy, ou Shaggy, qui poussent au fil des épisodes. Une continuité et un fil rouge que les animés ont par contre toujours fait, le projet Twin Peaks remontant au désir de David Lynch de réaliser un film adapté d'un roman sur le mystère entourant la mort de Marilyn Monroe. Mais le projet ne se fait pas, et il crée finalement à la place avec Mark Frost, le scénariste avec lui de la série, mais aussi des 2 premiers films 4 Fantastiques, une fiction en série, sur un meurtre élucidé par un enquêteur trouvant des indices dans ses rêves. Mais il faut donc adhérer au délire et au style très particulier et reconnaissable de Lynch, que des non-initiés pourraient qualifier de what the fuck et incompréhensible. David Lynch, que j'adore, étant connu comme étant un réalisateur de films oniriques, ayant réalisé la trilogie du rêve, même dès son premier long métrage Eraserhead, ses films les plus soft étant Elephant Man, inspiré de l'histoire vraie de Joseph Merrick, et Dune, qu'il déteste ironie, et que Jodorowsky a adoré détester, puisque le film d'origine et la vision de Lynch s'est fait violer par les producteurs, comme souvent avec les blockbusters, ça te dégoûte un réalisateur, ayant remplacé son gros projet d'adaptation de l'œuvre de Frank Herbert. Il a réalisé un an après la fin de la série un film préquel, Twin Peaks Fire Walk With Me, se déroulant donc avant les événements de la série, avec David Bowie, puis en 2016, la saison 3, qui est peut-être mon film préféré de cette année, étant un exemple de réalisation, et qui remplacera le personnage de Bowie, devant revenir, par une cafetière géante après sa mort. I watch a lot of TV. I've been studying TV. I love all of Twin Peaks, but season 3, The Return, is one of the greatest things I've ever seen. What about the FBI? I am the FBI. David Lynch wrote and directed every episode. He co-wrote every script with Mark Frost. It features the greatest performance ever by Kyle MacLachlan. No one's ever done something on this level before. Cinema and television are merging in a new way. So you have something like Twin Peaks: The Return, which is really like an 18-hour film. And then you have, the Marvel Cinematic Universe of like 22, 23 films that it's kind of like a big TV series, right? It's a bunch of different directors doing the different movies and stuff, but then you have something like Twin Peaks where it's one director, 2 writers doing everything, the same crew, the same everyone, and they're shooting it like a movie. So we're in a new era of cinema and television kind of invading each other's space, and people have viewing parties now. If they have a nice home theater and they watch Game of Thrones, that's kind of a cinematic experience. So I don't know, I think we can still have our cinema and our television and they can blend together. La structure narrative se suit, et avant qu'elle se perpétue avec Lost, une série va révéler l'acteur Bryan Cranston. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss. Un personnage excentrique que les gens en voyant ne se douteront à aucun moment que Vince Gilligan, scénariste sur X-Files, en le rencontrant va le choisir comme symbole de la série la plus importante des années 2000. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Une série dont le héros est le méchant, très comparé à l'époque à The Wire pour son grand réalisme, qualifié de documentaire pour The Wire, mais Breaking Bad se fera remarquer pour ses répliques, scènes cultes, et plus particulièrement le charisme de ses personnages, le travail effectué sur l'écriture de leur profil psychologique, assez époustouflant. Cette précision magistrale dans l'écriture, mêlée à une réalisation aussi cinématographique que Twin Peaks, donne aux séries une renommée enfin reconnue comme véritable œuvre d'art cinématographique. On pourra noter par la suite The Leftovers, côté chef-d'œuvre d'écriture, et côté chef-d'œuvre de réalisation, on a aussi Légion, qui nous fait des trucs de malade, qui nous sortent de nulle part, t'as l'impression même le cinéma a jamais tenté ça. True Detective, qui a un super casting et qui nous a même fait un plan séquence, des longs plans en mouvement, le plus connu étant celui de l'introduction de Touch of Evil, C'est moi Orson Welles. T'as même des films entièrement en plan séquence maintenant, tout comme Daredevil de Netflix, qui elle, pour le coup, à côté est pas ouf, The Haunting of Hill House, dernièrement, pour revenir sur les chefs-d'œuvre, qualifié en tant que tel par Stephen King, ou encore Mr. Robot et son épisode entièrement en plan séquence. Et niveau DA, t'as Utopia, qui reste une série qui défonce, de par son style particulier, à savoir le contraste entre la saturation des couleurs et le propos tragique de la narration. Puis dans les années 2010, est arrivé Netflix, qui a complètement changé notre manière de voir des séries, ayant créé un service de streaming légal, tellement rentable que maintenant tout le monde veut en sortir un, si bien que ça va tuer les services, justement avec cette saturation. Netflix, qui ont donc des stratégies bien à eux, utilisant leurs algorithmes pour déterminer entre autres qu'une série marche le plus sur ses 2 premières saisons, et que c'est pour ça que la plupart ne durent pas plus, les saisons sortant d'un coup entièrement, pour limiter les téléchargements illégaux, afin que les clients voient tout avant, ce qui est aussi une contrainte sur la plupart des séries, car du coup la production travaille sur le développement d'une saison, autant que Breaking Bad bossait sur un épisode, ce qui fait que la qualité est linéaire tout au long d'une saison et qu'aucun épisode ne se démarque vraiment de l'autre, à quelques exceptions près. Les sitcoms sont donc mortes dans les années 2000, elles qui étaient les principales séries télé pendant des années, en tout cas celles tournées dans le format le plus connu, en studio en plan fixe avec un public pour les rires, certaines étant aussi par définition des sitcoms, mais ne bénéficiant pas de ce format, et c'est tant mieux car elles le renouvellent, les 3 meilleurs étant Malcolm, Scrubs et Community. La dernière sitcom la plus populaire qui soit toujours dans ce genre, étant l'excellente série How I Met Your Mother, t'as eu H en France aussi, et plus dernièrement Big Bang Theory, basée elle plus sur un comique oppressif,
plus que de situations, comme les comédies françaises actuelles, qui s'est terminée il y a peu, mettant fin aux sitcoms, même si t'as The Good Place toujours, qui ne soit pas dans ce format. Les seuls en faisant encore étant Disney Channel, qui ont toujours fait que ça, même si cette décennie ils se sont mis à des soaps argentins de merde, délaissant peu à peu la chaîne, avec la mort de la télé, pour se concentrer sur leur propre plateforme à la Netflix, Disney+, qui sera lancée en fin d'année, car quitte à voir que Netflix devient un gros concurrent économique, si on peut pas les racheter, on va faire la même chose pour concurrencer et les détruire en les battant à leur propre jeu. Disney y a un programme plus familial, on a pu remarquer, quand on a eu des annonces du contenu, notamment dernièrement au Comic-Con de San Diego, que Netflix a déjà perdu énormément d'utilisateurs. Côté français, dans les années 2000, on a surtout eu des séries dites de vieux, bon niveau animation comme d'hab on défonce tout, je l'ai déjà dit, et il y a quelques trucs qui sortent du lot. Mais on a eu tendance à surtout se concentrer sur des programmes humoristiques courts, après les succès des sketchs des inconnus ou sur Canal+ de ceux des nuls, on en a eu une flopée dont la majorité en plus sont bof, voire super nuls, mais heureusement on en a eu certaines d'excellentes. 3 d'entre elles étant en production pour être adaptées en film, Kaamelott, sûrement la meilleure série française à ce jour et la plus importante, faisant aussi de la bonne fantasy, alors que côté Tessa, encore plus magique. Je sais pas comment vous avez fait. Ah bah j'ai claqué des doigts, je veux dire j'ai pris la colle à bois. Est en partie pour une trilogie au cinéma, pour la terminer, et promettant du lourd, comme des grosses batailles, ça fera aussi remonter un peu la qualité du cinéma français actuel. D'autres séries de genre apparaissent, comme les séries post-apo, en particulier de zombies, la plus populaire étant bien sûr The Walking Dead, qui a été pendant un moment la série la plus populaire au début de la décennie, la SF restant assez populaire, mon chouchou étant Westworld d'HBO, mais aussi The Handmaid's Tale et Tchernobyl, puisque HBO fait les meilleures séries du moment. Même si la saison 1 est mieux que la suite, je suis toujours hypé par la 3, puisque Vincent Cassel et Aaron Paul, qui fait son grand retour, n'ayant pas fait grand chose après Breaking Bad, à part des trucs nuls. Cependant, avec le développement des effets visuels et leur surabondance au cinéma, la production des séries reste dépassée en termes de moyens. La série la plus importante de la décennie va donc régler ça en réussissant à avoir des effets visuels aussi convaincants qu'au cinéma, contrairement à d'autres. Vous savez très bien de laquelle je veux parler. Qui va donc devenir le plus gros succès de l'histoire de la télé, mais aura aussi ironiquement le final le plus détesté, plus que Lost, et qui nous montrera que oui, on peut faire du vrai gros heroic fantasy à la télé, comme le Seigneur des Anneaux l'avait fait pour le ciné à son époque, et qui lancera justement des tonnes de projets, comme une série adaptée du jeu The Witcher, qui avait justement fait une référence à Goth dans le 3, lui-même adapté d'un bouquin, avec Henry Cavill, le dernier Superman, ou encore sur Amazon, une série Le Seigneur des Anneaux aussi, partie pour être encore plus chère que Goth, ça c'est sûr même, voir les films Le Seigneur des Anneaux, et qui sera plutôt une série Silmarillion, puisqu'elle se passera durant le 2e âge de la Terre du Milieu, et pas dans le 3e comme dans les films, donc plusieurs millénaires auparavant. Et il y a une rumeur de série Harry Potter aussi. Bon, moi j'attends la suite de Dark Crystal par Netflix, là, je vous fais bien chier avec celle-là, mais j'adore ce film et Jim Henson, donc bon, putain, même les Muppets ont été rachetés par Disney. Bref, c'est souvent une série qui a tout changé, la dernière en date c'était celle-ci, maintenant elle est terminée, même s'il va y avoir des spin-offs, et il reste encore 2 tomes au bouquin. Va savoir laquelle sera la prochaine, c'est toujours une surprise, mais ça sera sûrement pas une série Netflix, quoique ils savent choisir des putains de bons réals de cinéma, même si certains cautionnent pas ça. Après tout, si on en est arrivé là, à cette qualité actuelle pour les séries, c'est grâce au départ à un mec qui venait du cinéma. That's a good conclusion. Yeah. Thank you. If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything.